Bienvenue pour cette nouvelle série par rapport à la psychologie bouddhiste. On va essayer de décrypter un petit peu cette science contemplative, cette science de l'esprit, telle que l'appelle souvent Sa Sainteté le Dalai Lama. Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître l'esprit? Puisque c'est ce qui nous fait appréhender les différents objets, les différentes situations, les personnes, nous-mêmes. Euh, Est-ce qu'on est en accord avec la réalité ou pas? Est-ce qu'on est dans la souffrance? Est-ce qu'on est dans l'ignorance, dans la colère, la jalousie, l'orgueil? Est-ce qu'on est dans la bienveillance? Donc en fait, tout ça, ça dépend de notre esprit. Donc, c'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionne notre esprit, comment est-ce qu'il peut être en accord ou non avec la réalité. La réalité des choses, on essaie de la décrire plutôt dans la série par rapport à la philosophie bouddhiste. C'est plutôt l'aspect ontologie, et la psychologie bouddhiste, ça va plutôt s'occuper de l'aspect épistémologie. Donc, comment est-ce que notre esprit sait qu'il sait, ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc, on va essayer de voir différentes choses par rapport à ça. Là, ça va être une présentation générale, mais on va essayer de décrypter ces différents événements mentaux progressivement avec les définitions, comment est-ce qu'on les compare les uns avec les autres, quels sont les différents types d'objets que l'on peut appréhender, etc. Très bien, donc ça, c'est tiré de Recognizing Reality, un livre exceptionnel de Geshe Georges Dreyfus, qui a essayé de décrypter justement l'épistémologie, la psychologie bouddhiste, depuis l'Inde jusqu'au Tibet. En fait, c'est extrêmement détaillé, c'est passionnant. Donc, on va essayer de s'appuyer sur la page 373. Il reprend la typologie de Chapa Chökyi Sangye, un maître tibétain qui a répertorié ce qui existait déjà, bien sûr, chez les Indiens. Donc, il a essayé de comment dire, catégoriser les différents types de cognition par rapport à leurs objets ou par rapport à la réalité. Donc, on peut voir tout d'abord que quand nous connaissons, soit nous hésitons, soit non. Soit notre esprit oscille entre deux possibilités, soit il n'oscille pas, soit il s'engage pleinement vers quelque chose. Ça peut être quelque chose qui n'est pas un objet réel, ça peut être quelque chose qui relève de la distorsion. Mais en tout cas, c'est une première façon de catégoriser. Soit notre esprit hésite, soit non. Donc les cognitions indécises sont des formes de doute. Donc on a le premier type d'événement mental, le premier type de cognition qui est un doute. C'est-à-dire que on verra par la suite les différentes définitions, en particulier en s'appuyant sur les définitions données par Yongzin Pobuchok. On verra que le doute, c'est un état d'esprit qui oscille entre deux possibilités. Donc on n'est pas sûr, on fait un petit peu la balance entre oui et non. Il y a bien sûr différents types de doutes, des doutes qui sont factuellement concordants, des doutes qui ne sont pas factuellement concordants, et il y a aussi parfois un troisième type de doute, un doute plutôt égal, qui est vraiment équilibré entre est-ce qu'on est en accord avec la réalité ou pas. Donc ça, c'est le premier type d'événement mental. Et donc, toutes les autres cognitions sont dénuées d'hésitation. Donc, c'est là où on fait cette première distinction. Ce premier type de cognition doute, donc oscille entre plusieurs possibilités. Et les autres cognitions n'hésitent pas, elles s'engagent entièrement vers leur objet ou vers l'opposé de leur objet. C'est ce qu'on verra. Donc, toutes les cognitions non hésitantes sont celles qui viennent ensuite. Ensuite, le texte continue, il dit les cognitions qui n'hésitent pas sont soit fausses, comme les cognitions fausses. On verra aussi la définition, ne vous inquiétez pas. Les cognitions fausses sont totalement à l'opposé de la réalité. Elles s'engagent de manière incorrecte vis-à-vis de leur objet. Et si elles ne sont pas fausses, elles sont factuelles. Elles sont en accord avec la réalité. Donc toutes les autres cognitions sont factuelles. Ensuite, le texte continue, il dit les cognitions factuelles soit contredisent, soit ne contredisent pas la surimposition, et dans ce dernier cas, elles sont des cognitions inattentives. Donc on verra aussi ce que veut dire une surimposition, ça c'est très important. Et donc une cognition inattentive, c'est une cognition qui, normalement, elle a pour objet
un existant, il faut qu'il existe, normalement c'est un phénomène impermanent, mais elle n'est pas capable d'engendrer une certitude par rapport à son objet. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous discutez avec vos amis, vous marchez sur le trottoir, vous voyez différentes maisons. Des maisons donc apparaissent dans votre champ visuel, mais si on vous demande combien de maisons vous avez perçues, quelles étaient leurs couleurs, combien de fenêtres elles avaient, etc., en général, on est incapable de le dire, puisque notre attention est focalisée sur la discussion avec nos amis, etc. Donc dans ce cas-là, les maisons apparaissent dans le champ visuel, mais notre cognition est inattentive. Elle n'est pas capable d'engendrer une certification par rapport à ces maisons, leurs couleurs, leurs formes, etc., leur nombre, etc. Très bien. Donc les autres cognitions tranchent les surimpositions. Donc on verra par la suite que ça peut être sujet à débat. Mais pour l'instant, on va essayer de voir ça, c'est que toutes les autres cognitions qui suivent, elles ont la capacité de connaître leur objet d'un certain point de vue. Elles sont en accord avec la réalité. C'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de le comprendre. On va voir ça. Très bien. Donc cognitivement, les cognitions actives identifient un objet qui est déjà réalisé et à ce moment-là, on les appelle des cognitions subséquentes. Une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé par une cognition valide qui l'aura engendré. Ça va être expliqué progressivement. C'est juste une introduction, une présentation générale. Donc une cognition subséquente, ce n'est pas un nouvel événement mental par rapport à son objet, c'est un événement mental secondaire qui vient dans un continuum, etc. Quand vous percevez une fleur, par exemple, le premier moment de la perception visuelle, si la perception visuelle est en accord avec son objet, à ce moment-là, c'est une cognition valide, et les autres moments subséquents, à ce moment-là, ils vont réaliser ce qui a déjà été réalisé par le premier moment. Donc, ce sont des cognitions subséquentes. On verra aussi les définitions, etc. Et donc, soit elles réalisent ce qui a déjà été réalisé, soit elles réalisent un nouvel objet. Donc, si elles connaissent nouvellement, à ce moment-là, on verra, dans ce dernier cas, le nouvel objet peut être perçu selon l'un des deux modes, soit en percevant l'objet, donc en voyant l'objet ici, mais ça peut être une perception autre que visuelle, ça peut être auditif, olfactif, etc. Donc, soit en percevant directement l'objet, et donc à ce moment-là, on aura des perceptions directes, on verra aussi les définitions, les catégories, les divisions, etc. Soit en ne voyant pas l'objet. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un concept entre notre conscience et l'objet, un reflet conceptuel, une image mentale ou une représentation mentale. Et donc, les autres consciences seront conceptuelles, contrairement à la perception. Ensuite, dans ce cas-ci, soit la cognition se fonde sur une raison valide et elle est inférentielle, soit ne repose pas sur une raison valide et suppose seulement de manière correcte la nature de l'objet. Et donc, elle sera une supposition correcte. Vous avez, dans l'ordre d'apparition du spectacle, vous avez ici, en fonction de la catégorisation faite par Chapa Choki Sangye, les 7 types de cognition. Donc, vous avez le doute, la cognition fausse, la cognition inattentive, la cognition subséquente, la perception directe, la cognition inférentielle et la supposition correcte. Donc ça, c'est une façon assez intéressante de présenter ces différents types de cognitions, comment est-ce qu'elles se distinguent les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que parmi les 7, il y en a 6 qui n'hésitent pas. Et parmi ces 6, il y en a 5 qui sont en accord avec leurs objets, elles sont factuelles. Et parmi celles-ci, il y en a 5 qui tranchent les surimpositions. 4 qui tranchent les surimpositions. Donc là, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile parce que trancher les surimpositions, normalement, Jodok Chopa en tibétain, c'est normalement équivalent avec réaliser son objet. Et donc là, il est difficile d'accepter qu'une supposition correcte réalise son objet. Normalement, ce n'est pas une cognition qui réalise son objet. Elle est en accord avec son objet,
mais elles ne le réalisent pas. Donc c'est difficile d'accepter ici que la supposition correcte puisse être incluse dans les cognitions qui tranchent les surimpositions. Donc on verra par la suite pourquoi c'est compliqué de l'accepter, mais là pour l'instant, c'est juste pour vous montrer un petit peu cette terminologie, ce vocabulaire, et on verra ce que cela veut dire par la suite. Donc, vous voyez ici que certaines sont en rouge, d'autres sont en bleu. Donc pourquoi? Parce que les deux ici qui sont en bleu, les perceptions directes, ce sont les perceptions directes et les cognitions inférentielles sont deux types de cognitions valides. Elles peuvent être valides. Les perceptions directes ne le sont pas nécessairement, mais elles peuvent l'être. Et les cognitions inférentielles, normalement, selon certains traités, certains manuels, elles sont nécessairement valides. Normalement, pour pull boot shock, elles sont nécessairement valides, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les manuels. Pour certains, la cognition inférentielle, elle peut être subséquente, mais on verra ça par la suite. Très bien. Donc, les suppositions correctes tranchent-elles les surimpositions? C'est exactement ce qu'on essayait de voir ici. Trancher les surimpositions, ça veut dire euh, obtenir son objet identifié. Ça veut dire réaliser son objet. Une surimposition, c'est par exemple ignorer un fait ou dénier un fait. Ça peut être aussi accepter ce qui n'existe pas. Donc, par exemple, une surimposition qu'on pourrait avoir, c'est le fait de ne pas connaître l'alphabet, par exemple, un alphabet, quel qu'il soit. Si on n'a pas appris cet alphabet, on ne le connaît pas, et donc on a une surimposition qui nous empêche de connaître cet alphabet. Ensuite, quand on connaît cet alphabet, cette connaissance, cette cognition, tranche les surimpositions par rapport à l'alphabet, parce qu'on aura appris cet alphabet, etc. Donc là, c'est un apprentissage conceptuel, mais ça peut être pour autre chose. Par exemple, quand on perçoit un objet de loin, ou on perçoit une personne de loin, on ne sait pas vraiment qui c'est, on se rapproche, et à ce moment-là, on découvre l'identité de cette personne. C'est quelqu'un qu'on connaît, etc. Donc au début, on avait une surimposition par rapport à l'identité de cette personne, on se rapproche, et là, on réalise qui est cette personne, et cette réalisation, cette cognition, réalise son objet, et donc elle tranche les surimpositions par rapport à l'identité de cette personne. Donc c'est ça que ça veut dire, trancher les surimpositions, ça veut dire identifier l'objet, certifier son objet, réaliser son objet. Et donc c'est pourquoi c'est difficile de dire qu'une supposition correcte réalise son objet. Elle est correcte, elle est en accord avec la réalité, mais elle ne sait pas pourquoi. Par exemple, vous prenez une montre qui est cassée à 4 heures, et donc vous voulez regarder l'heure, et comme par hasard, vous regardez l'heure à 4 heures. Et donc vous regardez votre montre, et elle montre 4 heures. Donc vous vous dites, tiens, il est 4 heures. Là, vous avez une supposition correcte. Votre esprit est en accord avec la réalité. Votre esprit est factuellement concordant. Vous êtes en accord avec la réalité, vous savez qu'il est 4 heures. Mais si 5 minutes après, vous regardez à nouveau votre montre et vous voyez qu'elle s'était arrêtée, à ce moment-là, puisqu'il est toujours 4 heures dans 5 minutes, vous vous dites finalement, j'étais pas vraiment sûr, est-ce qu'il était vraiment 4 heures tout à l'heure? Donc la supposition correcte, elle peut être remise en question. Elle peut être remise en question. Donc il y a différents types de suppositions correctes, on les verra aussi par la suite, on verra que certaines se fondent sur des raisons fausses. On apprendra aussi ce que veut dire une raison valide, une raison fausse, etc., avec la logique. Et certaines sont simplement sans raison. On accepte tout bonnement ce qu'on nous dit, on accepte tout bonnement qu'il est 4 heures, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. On se fonde sur une méthode incorrecte. On regarde une montre qui est arrêtée. Très bien, donc ça c'est important. Et ici, on a aussi une explication pourquoi est-ce qu'on a deux types de cognitions valides, les perceptions directes qui peuvent être des cognitions valides, pas nécessairement, mais elles peuvent l'être, et les cognitions inférentielles. Donc c'est ce que dit ici Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika, le commentaire au compendium de cognitions valides. Il dit Shedjani Chirtsemani Dunjenu dans Minutir, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Et ce, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et d'autres non. Très bien. Donc, ici, il y a deux types
de cognition valide, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension. Deux types d'objets de compréhension. Si vous avez regardé les vidéos sur la philosophie bouddhiste, ici, c'est du point de vue des Sautrantika qu'on s'appuie. Les Sautrantika qui suivent le raisonnement, les Sautrantika qui suivent les traités de logique de Acharya Dharmakirti, justement. Et donc, pour cette école-là, il y a les phénomènes permanents et les impermanents, bien sûr pour les autres écoles bouddhistes, mais en particulier, les phénomènes impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les phénomènes permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. Et la cognition inférentielle, c'est une déduction logique. Elle s'appuie sur une raison valide, donc c'est conceptuel, et donc elle a pour objet apparent les phénomènes permanents. Donc c'est pourquoi on a ces deux cognitions parmi les 7 qui peuvent être des cognitions valides. Donc on verra ça par la suite. On verra comment est-ce que ça s'articule par rapport à cette école philosophique Sautrantika et comment est-ce qu'on peut ensuite l'adapter au point de vue bouddhistes qui sont plus avancés. Mais pour l'instant, on verra les bases avec ces différentes cognitions et on essaiera de voir aussi un autre aspect important de la psychologie bouddhiste, les différents types de facteurs mentaux, quelles sont les différentes émotions saines ou malsaines, etc. Comment est-ce qu'on peut progressivement, grâce à ces différents types de cognitions, être de plus en plus en accord avec la réalité et se débarrasser progressivement des états d'esprit malsains pour obtenir un bonheur maximum. Donc on essaiera de voir ça progressivement. Merci beaucoup. À très bientôt.